Je prends maintenant un exemple. On suppose que vous êtes dans une voiture au point mort, sans vitesse. La voiture va réduire la vitesse. Vous commencez avec une vitesse initiale. Qu'est-ce que j'ai mis ici? 54 km par heure. Une voiture de 1200 kg. Et après 400 mètres, la voiture va s'arrêter. On voit aussi bien dans l'indicateur de vitesse que le changement de vitesse change par temps. Et la question est, quelle est la force de frottement? Alors, pour des voitures avec des formes bien faites, l'écoulement de l'air autour de la voiture est laminaire. Alors, on prend la force de frottement visqueux laminaire. Et non turbulent, ça c'est pour ceux qui ont une voiture, qui aiment dépasser les limites de vitesse sur notre autoroute. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ça c'est la voiture qui va se gentiment arrêter à ce point. Bon, sur un ordinateur plus puissant que celui-ci, l'animation serait plus concrète. Alors, s'il y a un arrêt gentil, ça veut dire que ça ne fait pas un point down, mais vous arrêtez très gentiment, ça implique une accélération qui diminue avec la vitesse. Et voilà, ça c'est l'exemple de frottement visqueux laminaire, ce qu'on va traiter. Alors maintenant, on a la vitesse de l'air qu'on considère comme 0. On a dans cette situation seulement les forces horizontales à considérer. Alors la force nette, la somme des forces, c'est égal à moins BV en fonction du temps. Et ça, c'est égal par la deuxième loi, masse fois accélération. Alors, je vais prendre cette équation qui est vectorielle ici et écrire ça en forme pour la composante horizontale. Alors, nous avons le changement de la vitesse est égal à moins BV, moins B sur M fois la vitesse. Et ça, c'est une équation différentielle du premier degré. Comment peut-on déterminer la solution de cette équation? Vous aurez ça en analyse 2, toutes sortes de formes d'équations différentielles, avec toutes sortes de formes de fonctions et de conditions. Mais si on regarde cette équation, qu'est-ce que ça dit en mots? Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut juste lire ce qui est décrit. La dérivée de la vitesse est égale à moins une constante fois la vitesse. Ou bien, la dérivée d'une fonction est égale à la fonction fois moins une constante. Ou bien, si vous prenez la constante dans le mot constante, vous avez ce que ça veut dire. Vous avez la dérivée d'une fonction est égale à une constante fois cette fonction. Et maintenant, on cherche à trouver cette fonction. Alors, est-ce que vous connaissez, maintenant simplifions ça, est-ce que vous connaissez une fonction où la dérivée est égale à la fonction? Exponentielle. Alors, est-ce que vous connaissez une fonction où la dérivée de cette fonction est égale à la constante fois cette fonction? Non, dis. Exponentielle d'une constante. Exponentielle avec une constante dans l'exponentielle. La constante, c'est la dérivée interne. OK? Une fonction qui est égale à la dérivée d'une fonction qui est égale à une constante fois cette fonction. On a établi qu'on connaisse tous la dérivée. Si la dérivée d'une fonction est égale à la fonction, que c'est l'exponent et à la puissance de quelque chose. Et là, la constante, elle est 1. C'est 1x et à la puissance x. La dérivée de e à la puissance x, c'est e à la puissance x. La dérivée interne, c'est 1.
Si vous savez e à la puissance moins x, la dérivée de e à la puissance moins x, c'est moins e à la puissance moins x. Alors la constante là, elle est moins 1. Alors, cette équation nous dit maintenant, cette équation différentielle, la solution, c'est une fonction exponentielle. C'est raisonnable, la vitesse commence avec 54 km par heure, elle se termine à 0. C'est une fonction qui commence à une valeur, qui approche une valeur 0. Maintenant, il faut juste trouver l'expression qui donne la propre dérivée interne. Sans aller dans toutes les étapes, on peut très bien vérifier que cette fonction est la bonne fonction. Et si vous voyez ici, vous avez moins b sur m. Ça, c'est exactement la dérivée interne. Ça, c'est la constante ici. Voilà. Alors, pour les équations différentielles que nous voyons, et la deuxième loi de Newton est une équation différentielle en soi, l'accélération est la deuxième dérivée de la position fois temps. Ici, on a obtenu une équation différentielle pour la vitesse. Nous avons très peu de fonctions dont on a besoin de connaître la solution, et ça, c'est une des solutions qu'on doit connaître. Alors, la vitesse commence avec une vitesse V0. Dès qu'on déclenche et on est au point mort, on roule, et après un certain temps t, on est carrément à la vitesse 0, on s'est arrêté très gentiment. Alors, quelle est l'accélération? L'accélération est la dérivée de la vitesse. Alors, l'accélération est maintenant pas constante, elle est moins V0 P sur M fois l'exponent qu'on a ici. Alors, ça, c'est l'accélération, elle est vers votre droite. Nous avons fait la vitesse dans ce cas qui est la vitesse initiale qui est dans cette animation vers la gauche. Alors, bien sûr que maintenant, dans cette solution, on a une accélération qui est toujours négative et une vitesse qui est toujours positive. Et les deux approchent 0 en même temps. Et ça, c'est vraiment la dérivée. Alors, à gauche, on a écrit la deuxième loi. Ça, c'est l'accélération, la dérivée de la vitesse par temps. Et ça, c'est la dérivée de cette fonction. Ça nous donne l'accélération. Alors, pas tous les problèmes en mécanique nous donnent une accélération constante. Il y a des problèmes, des situations où l'accélération dépend du temps. Alors, maintenant, on connaît la distance après laquelle la voiture s'est arrêtée. La distance est donnée, ça c'est l'intégration à gauche, et à droite, on intègre la vitesse. Alors, dx sur dt, ça c'est la primitive de dx, on fait l'intégration de v dt, ça nous donne le déplacement de temps 0 à temps égal à grand T, ça c'est l'intégration de la vitesse par temps. Alors, comment peut-on vérifier que ça c'est la bonne solution, la bonne primitive? On utilise juste le fait que la primitive, ça on peut aussi considérer comme l'antidérivée d'une fonction. Si vous pensez que vous avez une bonne primitive, vous faites la dérivée, vous pouvez vérifier que la dérivée de cette fonction vous donne la fonction que vous intégrez. Alors, la dérivée ici, c'est moins b sur m. Ça, c'est la dérivée interne, fois moins m sur b, ça vous donne 1. Alors, on avait 0 fois e à la puissance moins b sur m fois t. On suppose que l'accélération à la vitesse, elle est négligeable après le temps grand T. Ce grand T nous intéresse pour l'instant pas. Et avec ça, on peut résoudre cette équation. On suppose que x0, la position au temps 0, quand on commence à faire ce manœuvre, ça c'est 0. Alors on a la distance, les 400 mètres, ça c'est égal à la vitesse initiale fois la masse divisée par le coefficient de frottement visqueux. Alors, est-ce que c'est raisonnable?
Qu'est-ce que ça veut dire? La distance augmente si la masse augmente. Oui, si vous avez une voiture, vous avez que le châssis, vous avez enlevé le moteur, vous avez qu'un passager dedans, ça va prendre une distance plus grande pour arrêter que si vous avez mis tout le moteur dedans et rempli toute la voiture avec du plomb. Si la masse augmente, il y a plus d'inertie. La force de frottement visqueux dépend seulement des propriétés du fluide, de l'air ou bien les propriétés de l'objet, du châssis, comment la voiture est construite. Alors, que la distance d'arrêt augmente, c'est raisonnable. Vous voyez ici, on a supposé que à la distance x de grand T, le terme, ça c'est la vitesse 0. Si la vitesse initiale est plus grande, c'est aussi logique qu'on prend une plus grande distance de s'arrêter. Ça me semble aussi logique. Qu'en est-il du coefficient de frottement visqueux? Alors, comment vous pouvez augmenter le coefficient de frottement visqueux avec votre voiture? Vous l'avez tous probablement déjà fait. Une grande partie d'entre vous, ceux qui vont en Valais pour faire du ski, qui ne vont pas avec le train, mais avec, comment on appelle ça, les porte-skis, hein? Avec les porte-skis. Vous mettez les porte-skis, les skis là-dessus, vous augmentez le coefficient de frottement avec de l'air, ça augmente la force de frottement, et si vous regardez bien à la consommation de l'essence, ça change énormément. Ou bien en été, si vous allez en bicyclette quelque part, vous mettez vos bicyclettes en eau, vous augmentez le coefficient de frottement et ça vous diminue la distance pour arrêter. On a probablement aussi vu ça, peut-être c'est il y a quelques années. Vous avez vu les Space Shuttle quand ils atterrissent. Ils mettent les parachutes. C'est une façon de changer la forme de l'objet, d'augmenter la force de frottement visqueux et ce qui raccourcit la distance qu'ils ont besoin d'arrêter. Alors, si on augmente la forme, on augmente la résistance de la voiture, on peut augmenter le coefficient de frottement, ça diminue la distance, ça me semble un comportement raisonnable. Si on a plus de masse ou plus de vitesse, la distance nécessaire pour s'arrêter augmente. Et maintenant, on peut, de ces données, on connaît la vitesse, la masse et la distance, on peut calculer, par exemple, un coefficient du frottement visqueux. Ici, il est donné sans autre. OK. Tout le monde à l'aise avec l'équation différentielle? Non. Tout le monde pas à l'aise avec l'équation différentielle. OK. Vous vous souvenez que nous avons déjà fait des équations différentielles dans le cours? OK. Maintenant, vous avez un exemple où la fonction sur laquelle on fait la dérivée est à gauche et à droite. À droite, c'est la fonction, et à gauche, c'est la dérivée. Est-ce que vous avez déjà vu une telle équation? Vous avez à gauche une dérivée d'une fonction, et à droite, vous avez la fonction. Quelques mémoires, il y a 7 jours. Mouvement oscillatoire. Ça vous dit quelque chose? Non? Alors, vous reverrez, là, on a fait le mouvement circulaire en composante. Je vous ai montré que l'accélération, qui est la deuxième dérivée de la position par temps, est égale à moins oméga carré fois r, la position. Vous avez eu à gauche la dérivée de la position et à droite, deuxième dérivée de la position, c'est-à-dire l'accélération. Et à droite, vous avez eu la position. Et c'était moins oméga carré. Et là,
l'approche qu'on a prise, c'est de d'abord montrer la solution et après de regarder l'équation différentielle qui est derrière. OK. Maintenant, la chose qu'il faut retenir, c'est vous intégrez à gauche. Ça, c'est l'intégrale, ce que j'ai fait. Comme on a fait dans le cours 2 et 3, on a intégré des x ici. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'intégrale des x. Et à gauche et à droite, on a intégré v de t dt pour obtenir la position. Pour obtenir cette solution, pour ce cours de physique, il faut juste savoir que ça, c'est une solution. Alors, si vous voyez une solution, une équation différentielle qui a cette forme pour l'accélération, vous connaissez la solution, vous tentez l'exponent. Alors, vous avez, en réalité, ce que vous avez ici, le a de t, ça c'est la deuxième dérivée de x par temps, d de x sur dt carré, comme on avait eu pour le mouvement circulaire. Et en réalité, ce qu'on va avoir, c'est ces solutions comme ça, les exponents et le mouvement oscillatoire, à la place des équations différentielles que nous avons fait les deux cours avant. Mais certainement, on a vu le mouvement oscillatoire. Là, la solution, c'est un cosinus. OK, c'est un peu, à ce moment, c'est un peu juste développer une marche à suivre. Nous ne faisons pas un cours de maths appliqué. Ça, c'est juste la solution. Il faut la retenir et comment l'obtenir. Mais on ne va pas faire trop de fonctions différentes dans ce sens-là.